Bonjour à tous et à toutes. Dans le cadre en fait de notre cycle consacré à Tolkien et à la fantaisie, à la bibliothèque de Valenton, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui William Blanc, historien, médiéviste français, spécialiste aussi des cultures populaires, auteur de plusieurs essais, notamment sur Charles Martel, sur le roi Arthur, sur les super-héros. Je le montre du coup parce qu'on a enregistré un podcast sur le sujet et qu'on peut retrouver du coup sur le site de la ville de Valenton. Et aujourd'hui, on reçoit en fait William Blanc autour de ce livre, Winter is Coming, une brève histoire politique de la fantaisie. Alors déjà bienvenue William. Merci de me réinviter. Voilà, donc je vais devenir un habitué à force. C'est bien, voilà. Donc en plus on est bien reçu. J'ai eu des viennoiseries, donc c'est parfait. Je suis content. Alors, je vais commencer par une question qui peut paraître très simple, mais qui est en fait beaucoup plus complexe que ça. Ouais, généralement c'est. Comment définiriez-vous en fait la fantaisie? Ah ouais. Non ouais, d'accord. Ouais, déjà de base, ouais, c'est voilà. Alors. La fantaisie, c'est un genre, c'est un genre artistique. Après, au départ, c'était plutôt littéraire, hein, mais après, c'est bon. Qui est né au 19e siècle, en gros en Angleterre. Euh, c'est un genre qui se propose qui met en scène des histoires dans des mondes imaginaires, généralement, très très souvent en fait, des mondes médiévaux en fait ou médiévalisés quoi. Donc, et surtout, c'est un genre. Alors après, Anne Besson, qui est une collègue, va dire bon, c'est un genre en fait où la magie est ordinaire en fait, en fin de compte, hein, où il y a des choses inexpliquées, mais c'est censé, voilà, c'est normal en fait. Hein, donc, mais pour moi aussi, moi je mets aussi une autre condition, c'est que c'est un genre qui se pense comme anti-moderne. Ou dans le sens où le monde moderne, c'est un monde industriel, c'est un monde urbanisé, c'est un monde voilà, donc technologique où la science voilà, est partout. Et ben la fantasy, c'est généralement l'inverse. C'est un monde qui est souvent rural. C'est un monde où il y a quasiment la technologie, elle est restée à peu près au niveau médiéval ou au niveau de la Renaissance. Voilà, donc c'est d'ailleurs, enfin un des trucs, enfin une des quelque part une des œuvres qui est un peu le canon de la fantasy, c'est le Seigneur des Anneaux de Tolkien en fait. Hein, donc si vous regardez bien, le début, hein, le Seigneur des Anneaux, hein, ça commence dans la comté des Hobbits. La comté des Hobbits, c'est exactement ça, c'est une espèce de petit truc rural en fait, hein, donc, où il le dit expressément. D'ailleurs, c'est assez frappant parce que quand vous lisez le Seigneur des Anneaux, moi, la première fois que j'ai lu le Seigneur des Anneaux, j'avais 15 ans, et il y a les trois premiers chapitres, c'est une description de la comté. Alors quand vous lisez ça à 15 ans, vous dites c'est super chiant en fait, voilà, donc c'est vraiment c'est relou, enfin, qui nous vient là. Donc il y a même un chapitre sur l'herbe à pipe des hobbits. Hein, bon. et, euh, et en fait, quand on les relit avec un regard en fait peut-être d'analyse en fait, hein, donc on se rend compte que Tolkien là il décrit une sorte d'utopie. Ce qui pour lui est une utopie, c'est en fait un monde rural où il y a quasiment pas de technologie, où les hobbits font pas la guerre, voilà, donc c'est où il y a quasiment pas de pouvoir politique, où ça se gère de soi-même, en fait, etc. Donc on est vraiment dans un monde complètement anti-moderne. Et c'est pas un hasard si c'est le genre comme ça de la fantasy apparaît en Angleterre au 19e siècle, c'est qu'en Angleterre au 19e siècle, c'est le pays le plus industrialisé à l'époque, en fait. Hein. Il y a un bouquin qui vient de sortir, par exemple, je sais plus quel est l'historien qui a fait ça, mais qui montre en fait que faut comprendre que l'Angleterre c'est un pays assez petit en fait en termes de voilà donc en termes de taille. Et à l'époque, c'est tellement urbanisé que le charbon est partout, les mines de charbon sont quasiment partout, l'usine est partout, donc il y a constamment de la fumée et tout. Donc il faut comprendre que c'est ça l'Angleterre de l'époque. Et donc, par réaction, des gens vont se dire, non mais en fait, nous on veut pas ça, en fait, hein, ce monde technologique, industriel, technoscientifique, moi j'aime pas ça. Ils vont se projeter en fait par réaction dans un monde médiéval merveilleux. Quoi. Donc, c'est d'autant plus le cas de Tolkien que Tolkien, lui, va avoir un traumatisme très important, qui est central qui est central pour expliquer pourquoi il a créé ce monde du Seigneur des Anneaux, la Terre du Milieu. C'est la Première Guerre mondiale. Tolkien, comme il est né en 1892, donc il a 22 ans quand la Première Guerre mondiale éclate en 1914, et quand il est
il est mobilisé, en fait, il est mobilisé comme plein de jeunes de son âge, et il va sur le front en France, en fait, hein, dans la Somme et dans le Pas-de-Calais. Et il est blessé là-bas, en fait, hein, pendant l'offensive de la Somme, hein, qui est une offensive qui est une boucherie sans nom, en fait, hein, des centaines de milliers de morts des deux côtés, l'usage de gaz, de combat et tout, une concentration d'artillerie complètement folle, en fait, hein. Et Tolkien est blessé, enfin, il a ce qu'on appelle la fièvre des tranchées, qui est une maladie qui se développait dans les tranchées, donc il en meurt quasiment, en fait, hein, donc, et il perd des amis, en fait, hein, des amis proches pendant cette offensive. Et sa convalescence, en fait, hein, il est rapatrié en Angleterre, hein, donc il est à l'hôpital. Et lorsqu'il est à l'hôpital, pendant sa convalescence, eh bien, il commence à écrire un texte qui s'appelle La chute de Gondolin, qui se déroule dans un monde qui va devenir le monde du Seigneur des Anneaux, donc la Terre du Milieu, et qui décrit la destruction d'une belle cité elfique, hein, d'une magnifique cité elfique qui s'appelle Gondolin, par une armée d'orques. Des orques, c'est des créatures, en fait, qu'il invente, hein, pour le coup, et de dragons. Et quand on lit bien le texte, on se rend compte que les orques et les dragons, bah, c'est des tanks. C'est des tanks, hein. Les dragons sont décrits comme des créatures de métal, en fait, hein, qui crachent du feu, en fait, voilà. Donc, hein, et les tanks, en fait, ont été utilisés la première fois pendant la bataille de la Somme, hein. Donc il y a vraiment, quand on lit bien le texte, hein, on se rend compte qu'il y a tout un traumatisme, hein, et c'est Tolkien qui rejette la guerre industrielle. Pour lui, l'industrie, ça mène à ça mène à une espèce d'apocalypse, en fait, hein, guerrière. Et pour lui, en fait, le monde du Seigneur des Anneaux, c'est une espèce de refuge, hein, et c'est une espèce de rejet de toutes les dérives du monde moderne, les dérives notamment militaristes. Et c'est vraiment, vraiment très frappant, et c'est pas un hasard si, 50 ans après, hein, quand Tolkien écrit Le Hobbit, hein, qui est son premier roman, en fait, hein, complet, qui se déroule dans le monde de la Terre du Milieu. Il le sort en 1937. Il sort après, en 54-55, la suite du Hobbit, donc c'est Le Seigneur des Anneaux, hein, donc en 3 tomes. Euh, et ce qui est assez marrant, c'est que ce roman-là va devenir dans les années 60 un des livres de chevet, en fait, hein, de la génération contestataire aux États-Unis, en Angleterre, la génération des hippies, la génération Flower Power, la génération qui va se mobiliser contre le Vietnam, en fait. Oui, on a vu des pancartes, Gandalf président, Voilà, notamment, qui Gandalf président, voilà. flérissaient. Et ça, c'est pas un hasard, en fait. C'est qu'en fait, alors, Tolkien, faut comprendre, hein, c'était un vieux monsieur un peu conservateur, c'était un prof d'Oxford et tout. Donc, quand il a vu justement les jeunes hippies qui fumaient des cigarettes bizarres, etc., et tout, en train de lire Le Seigneur des Anneaux, ils se sont dit, bon, enfin, il a été un peu surpris, quoi, en fait, hein. Mais en fin de compte, quand on lit bien le texte, on comprend pourquoi il y a eu un écho dans cette génération-là. Oui, anti-militariste. Voilà, voilà, antimilitariste. Et puis, dans cette génération-là, on est au début des mouvements, notamment contre le nucléaire, par exemple, hein, des mouvements écologistes, hein. Moi, j'en parle dans le bouquin. Les fondateurs de Greenpeace vont citer le Seigneur des Anneaux, en fait, hein. Donc ça s'explique, en fait, hein, tout ça. Il y a une explication, il y a une logique, hein, derrière ça. Et donc voilà. Donc je pense que pour moi, la fantasy, c'est avant tout un genre qui est anti-moderne. Si on prend un autre exemple, par exemple un exemple que vous connaissez, non, vous connaissez peut-être pas, mais Harry Potter, vous savez, un petit truc qui a été, c'est un peu underground, hein, voilà, c'est un peu, voilà, il n'y a pas grand monde qui l'a lu. Mais si vous regardez bien Harry Potter, en fait, l'opposition de base d'Harry Potter, c'est, il y a, même dans le premier, en fait, hein, dans l'école des sorciers, le monde moderne qui est incarné par les Dursley, qui vivent dans une espèce de banlieue pavillonnaire toute naze et tout, voilà, où il se passe rien, ils sont dans une espèce, c'est des gens inintéressants, méchants et tout, qui sont complètement aliénés par leur travail et tout, voilà, le type il fait sa journée de 5 jours et tout, puis il rentre, et puis après, il y a sa femme qui est une femme à la maison, enfin c'est horrible, quoi, qui sont méchants avec Harry, parce que Harry, lui, il a des pouvoirs magiques, et quelque part, le monde moche, c'est le monde moderne, le monde merveilleux, c'est le monde médiéval, des sorciers médiéval, parce que si vous regardez Poudlard, c'est très rural. bah c'est rural déjà, et puis en plus Poudlard concrètement c'est un château. Oui, bah oui. C'est un château médiéval. Donc vous voyez, voilà, vous voyez cette dichotomie qui est vraiment qu'on retrouve aussi par exemple avec chez un ami de Tolkien, hein, donc le monde de Narnia de C.S. Lewis, hein, c'est pareil en fait, voilà, donc on a cette espèce d'opposition en fait, hein, qui est très binaire, mais qui fonctionne dans plein d'œuvres de fantasy. Si vous prenez une autre œuvre de fantasy très connue, parce que pour moi c'est de la fantasy, je sais qu'il y a des gens qui vont classer ça comme de la science-fiction, mais c'est de la fantasy, voilà. Star Wars.
Ah oui. Voilà, Star Wars, c'est de la fantasy, hein, de A à Ah Z. d'accord. Enfin, pour moi, en fait, il y Ah, a des chevaliers et tout. Voilà, donc c'est. Voilà, donc. Et c'est. Star Wars, si vous regardez bien, d'un côté, vous avez. Notamment, un des plus frappants, c'est l'Empire contre-attaque. Enfin, non, c'est pas l'Empire contre-attaque, c'est le Retour de Jedi. D'un côté, vous avez un empire qui est un empire industriel, hein, qui crée des machines de mort industrielles, etc. Et tout. Et de l'autre, vous allez avoir le gentil chevalier, donc Luke Skywalker, qui est aidé par des Ewoks, qui sont des petites créatures en fait, hein, qui vivent dans la forêt, voilà, de manière, voilà, c'est quasiment les hobbits en fait, voilà, donc oui. voilà, c'est des hobbits en plus poilus, quoi, en fait, hein, quelque part les Ewoks. Hein. Bonjour. Voilà, donc en fait, voilà, oui, donc c'est une réponse longue que je vous fais, donc voilà, mais Ça a anticipé plein d'autres questions que même j'avais à c'est poser, très bien, mais voilà. c'est pas grave. Voilà, C'est pas grave. mais voilà, c'est pour moi, je pense que c'est une des définitions centrales de la fantasy, c'est ça, c'est qu'on est le but de la fantasy, ce que propose la fantasy, c'est de plonger son lectorat dans un monde qui est l'opposé d'une autre, dans le sens où en fait il n'est pas moderne, quoi. Donc, C'est une sorte de refuge, en fait, c'est une quelque sorte de part. refuge, et en même temps, ce refuge peut être aussi la source de pensée critique, en fait. Hein. Chez Tolkien, Tolkien ne se dit pas. Justement, il a écrit un essai qui s'appelle Du conte de fées. Il l'a écrit en 39, je crois. Donc, euh, où dedans, il explique justement. Il était un peu agacé parce que les gens n'arrêtaient pas de dire ouais, mais en fait, les contes de fées, c'est juste. C'est un truc pour gamins, etc. Et tout. C'est juste pour fuir la réalité. Et Tolkien disait, ben en fait, non. D'ailleurs, la preuve, c'est que pour lui, les adultes ont autant besoin, si ce n'est plus, du conte de fées que les enfants, généralement. Et ce qu'il disait, c'est qu'en fait, à travers ce décalage ou cette mise à distance de la réalité, on cherche, lui, ce qu'il explique, la consolation, en fait. Hein. Alors lui, c'est un catholique. Hein. Il a un aspect, enfin, là, on est un peu dans un aspect, une pensée un peu catholique pour lui, quoi. Mais voilà, Tolkien va toujours dire qu'il veut pas faire de politique, mais en fait, quand on lit bien sa texte, en fait, il en fait malgré lui, quoi, en fait, hein. Il a des propos politiques malgré lui, quoi. Donc voilà, D'accord. Et du coup, je vais revenir sur plus une considération personnelle. Qu'est-ce qui, du coup, toi, t'attire personnellement, en fait, dans ce genre de la fantaisie pour que tu aies envie, en fait, d'écrire un essai consacré au sujet? euh, c'est une longue histoire aussi. C'est ce que je suis plus tout jeune non plus. Moi, mon premier contact avec la fantasy, c'est pas la littérature, parce qu'après c'est pareil, la fantasy là où c'est fascinant, c'est que c'est devenu très rapidement un genre qu'on appelle, enfin j'ai employé un gros mot, un genre transmédiatique en fait, hein, donc il y a plein de médias en fait qui sont emparés de la fantasy. Et moi, mon premier entrée dans la fantasy, réellement, c'est par le jeu de rôle en fait, hein. Le jeu de rôle papier, donc Donjons et Dragons et tout, donc et en fait. J'ai tout de suite accroché, quoi. Mais c'est marrant parce que, en fait, moi j'étais un type, j'étais ce qu'on appelle, on n'appelait pas ça à l'époque les geeks, parce que ça n'existait pas ce terme-là. Donc, au pire, on nous appelait les gros nulos, quoi. En fait, voilà, je sais pas, mais bon, moi, c'est. Mais après, le truc, c'est que euh, moi, j'étais un type, voilà, pas. C'est classique comme histoire. J'étais pas très bien dans ma peau et tout, je me cherchais et tout. J'avais pas une situation qui était top non plus. Et puis, en fin de compte, ces mondes-là, ça m'a permis de m'évader, quoi, en fait. Hein. C'est des trucs qui m'ont permis de m'évader. Alors, évidemment, un des premiers, c'est pas étonnant, en fait, hein, à la limite, pour faire de la psychologie de comptoir, mais c'est un des premiers trucs que j'ai joué en jeu de rôle, c'était un chevalier, parce que voilà, je me disais, bon, j'avais beau être grand, mais j'étais pas doué. Enfin, quand on m'emmerdait, je me laissais généralement un peu marcher dessus et tout. Donc, je me dis, bah, tiens, je vais créer, en fait, un monde où, en fait, où je vais pouvoir me défendre, etc., défendre la veuve et l'orphelin et tout. Et puis voilà, puis c'était un monde. Parfois, ce que j'avais sous les yeux, c'était un truc triste. Hein, bah voilà, c'est des mondes m'ouvraient des portes. Et en plus, le truc, c'est que je m'en suis rendu compte après. C'est pour ça que la fantasy partage pour moi pas mal de caractéristiques avec le western, en fait. Hein, même si, d'ailleurs, pour moi, ça a remplacé le western en grande partie parce que dans les années 50-60, quand vous alliez voir un western, les gens, ils allaient voir les grands espaces. Et donc les grandes scènes, etc. Et tout, on voyait les grands espaces et tout. Donc, les grands espaces de l'Ouest américain. Et c'était fait pour un public citadin. Voilà, en gros, on va vous donner un peu une vision de la nature, en fait, voilà, donc à travers ça. Donc, et les gens, en fait, à l'époque, hein, moi, ma mère, elle m'a raconté,
à côté de Paris, du côté de Senlis, hein, il y avait une espèce de proto parc d'attractions où ils avaient, voilà, je ne sais plus comment ça s'appelait le truc. La Hein, en mer fait. de sable. C'était avant la mer de sable en fait, hein, donc, où en fait voilà, on pouvait, il y avait une espèce de village western en fait, voilà. Et donc quelque part les gens qui venaient de banlieue parisienne en fait, hein, donc, eh ben, ils pouvaient comme ça un peu avoir une espèce de goût des grands espaces américains, quoi. Donc, c'était une évasion en fait. Et ça, aujourd'hui, avec notamment le western spaghetti, etc., et tout le recul qu'on a aujourd'hui par rapport au western, où on sait que ça a été aussi, ça signifie aussi le massacre des Amérindiens, etc. Et tout. Aujourd'hui, le western, rêver avec le western, c'est plus compliqué, quoi. Par contre, la fantasy, c'est possible. Et la fantasy, comme pourvoyeuse de grands espaces, pour moi, ça a complètement changé le. C'est ça, en fait. Si vous regardez la trilogie de Peter Jackson du Seigneur des Anneaux, vous remarquerez que sa manière de filmer, et Peter Jackson l'a dit d'ailleurs en fait, hein, c'est une manière de filmer western en fait. C'est filmé dans des grands espaces, en plan, enfin dans des lieux naturels, hein, dans des parcs naturels en Nouvelle-Zélande, et c'est fait pour donner à un public essentiellement urbain. On en est dans des sociétés qui sont aujourd'hui essentiellement urbanisées, justement des grands espaces en fait, voilà, des grands espaces où il n'y a pas une construction humaine, ou quasiment pas en fait, hein, et aucune construction industrielle. Sauf quand c'est les méchants, évidemment, quand c'est Oui. Isengard, Saruman, Isengard, hein, qui est en train de cramer tous les arbres, etc. Là, c'est l'industrie, en fait, voilà. Mais c'est le mal, voilà. Donc, et le but, en fait, c'est de rétablir justement la nature, en fait. Donc, et ça, il y a vraiment, là-dessus, et moi, je sais que c'est quelque chose qui m'a attiré depuis que j'étais môme. C'est marrant parce que là, cet été, je me suis remis au grand désespoir de certains ou certaines de mes proches. Je me suis remis aux cartes Magic. Alors, je ne sais pas si vous connaissez les cartes Magic, hein, oui. voilà, donc hein, c'est comme les cartes Pokémon, mais en mieux. C'est une passion coûteuse. C'est une passion coûteuse. Mais ce qui est marrant, les cartes Magic, pour invoquer des sorts, pour jouer d'autres cartes, il faut avoir de la mana, et la mana, ça c'est donné par ce qu'ils appellent des terrains. Et les terrains, en fait, donc il y en a 5 types, en fait, hein, donc on va faire une partie après, si vous voulez. Donc il y a 5 types, il y a les îles, les montagnes, les forêts, les plaines et les marais. Il n'y a pas de ville. Hein, il n'y a pas de ville. Alors, il peut y avoir des villes, mais c'est des terrains particuliers. Mais en fait, quand on regarde, évidemment, chaque terrain, il y a des images, en fait. Et c'est des images vraiment magnifiques. J'ai été frappé de voir ça. C'est quand on joue à Magic, en fait, on est projeté dans un espace autre, en fait. C'est vraiment frappant, quoi. Donc, et la fantasy, ça sert à ça, quoi. Et moi, c'est quelque chose, je pense que c'est quelque chose qui m'a attiré. J'avais besoin de ça. Et je pense qu'aujourd'hui, la plupart des gens, ils ont besoin de ça, ce qui explique l'extraordinaire succès de la fantasy. C'est parce que ça nous pourvoit, ça nous donne un ailleurs, en fait, voilà, un ailleurs qui est un ailleurs avec de la nature, des grands espaces et tout. D'autant plus si on habite dans des grandes villes, dans des grands centres urbains, quoi. Moi, je me rappelle. C'est pas vraiment de la fantasy, mais un peu quand même. C'est de la proto-fantasy. Mais moi, quand je révisais mon bac, c'est-à-dire il y a très longtemps, au début des années 90, j'étais chez ma grand-mère dans la cité du Moulin-Neuf à Stein. Donc une cité, voilà, enfin c'était comme, voilà, c'est une banlieue populaire et tout. Enfin voilà, donc, et je me rappelle pour voyager un peu, parce que je révisais mon bac, ça me faisait chier quand même. Eh ben c'était Arte passait à l'époque, hein, c'est au début d'Arte, il passait le Wagner, le Ring de Wagner, donc la tétralogie de Wagner, les quatre opéras, quoi. Et moi je tripais là-dessus, quoi, en fait. En plus à l'époque c'était en allemand, c'était à peine sous-titré, mais j'en avais rien à foutre, c'était le kiff, quoi, en fait. Ouais. Donc voilà, je pense que c'est quelque chose la fantasy, ça répond en fait à un besoin qui est un besoin primordial, d'autant plus qu'aujourd'hui, on se pose de plus en plus de questions par rapport à notre rapport à l'environnement, quoi. Donc, et la fantaisie, elle rentre complètement là-dedans, quoi, en fait. Elle dit, mais justement, on a perdu quelque chose, il faut qu'on le retrouve, quoi, en fait. Voilà. Donc il y a tout un truc comme ça qui est... Je rebondis là-dessus, sur le rapport à la nature. Il y a un chapitre entier, en fait, qui est consacré à William Morris. Ouais. Et je pense que très peu de gens connaissent en fait cet auteur. Et du coup, j'aimerais que tu en parles un petit peu pour le faire découvrir. Parce que je sais que le rapport à la nature est très important dans l'œuvre de William Morris. William Morris, c'est un type, c'est peut-être le premier grand auteur de fantasy qui a inspiré Tolkien. Alors, ce qui est assez marrant, c'est que Morris... donc William Morris, il est très mal connu en France.
Mais en Angleterre, aux États-Unis, il est hyper connu, hein. C'est un peu l'équivalent de Victor Hugo en Angleterre. Ah Donc oui. il y a vraiment, Maurice, il est, et donc il est mort en 1896. Donc quand il est mort, Tolkien avait 4 ans. Donc voilà. Et, euh, et en fait, Maurice, c'est un type qui pareil, c'est quelqu'un qui déteste la modernité, d'autant plus que lui, c'est un type de gauche. Et en plus, il est en plus par-dessus marché. Il est socialiste au sens de l'époque, hein, pas au sens actuel en fait, hein, pas au sens du PS actuel, mais il est socialiste révolutionnaire. Il veut changer le monde, il veut changer la société, et il dit le monde industriel, le monde de l'usine où les ouvriers sont exploités, je trouve ça horrible. Et donc quelque part, pour lui, il veut créer une utopie où on reviendrait, mais sans vraiment revenir. En fait, on s'inspirerait du mieux du Moyen Âge, on se reconnectera à la nature, etc. Donc il y a tout un travail. Enfin voilà. Et donc Maurice, euh, il milite de plus en plus à la fin des années 1880, donc quelques années avant sa mort en fait, hein. Et au même moment où il milite beaucoup, hein, donc il est vraiment très engagé, il commence à écrire des romans de fantasy. Parce que pour lui, ces romans de fantasy, c'est une manière en fait de donner aux gens qui sont prisonniers pour lui, hein, des grandes villes de l'Angleterre, de donner en fait un espoir en fait, hein. C'est une manière pour lui de leur donner un espoir, de leur donner une matière sur laquelle rêver quoi. Et en plus, il fait des livres très beaux. Parce qu'il pense que pour lui la beauté c'est hyper important, la beauté doit être, enfin pour lui il y a tout un travail, pour lui la beauté elle est politique, etc. et tout, et il dit le monde industriel est un monde moche. Enfin c'est vrai, quand on voit un centre commercial aujourd'hui c'est pas très beau en fait, hein. Voilà, je suis désolé mais je trouve ça, voilà. Donc donc c'est quelque chose en fait, voilà, Maurice il déteste ça, et donc quelque part pour lui créer des mondes imaginaires médiévaux où les gens ils vivent au milieu d'une nature harmonieuse et tout, pour lui c'est une manière quelque part de d'offrir de la beauté aux gens, aux masses en fait, et c'est pour lui c'est un geste politique quoi. Donc voilà, et en disant aussi aux gens bah, le monde dans lequel on vit il est moche quoi, donc il faut le changer quoi. Donc voilà, ce qui n'est pas le cas chez Tolkien. Tolkien il n'est pas aussi politique que Maurice, mais quand on lit ses lettres, Tolkien, il a aussi il est parfois un peu, il a un peu des pulsions un peu révolutionnaires. À un moment, dans une de ses lettres à son fils, il dit, bon, c'est pendant la Seconde Guerre mondiale, mais il dit, bon, la Seconde Guerre mondiale, c'est horrible en fait, mais un des trucs bien, c'est qu'il y a des usines qui vont être bombardées, quoi, en fait, hein. Donc comme ça, on va détruire les usines, quoi. Donc voilà, Oui, quand même. il a un côté parfois mais c'est assez, voilà, voilà. Tolkien vraiment, c'est quelqu'un qui, comme Maurice, déteste voilà, pour lui, c'est des crimes contre le paysage, en fait, hein. Et c'est vrai que, voilà, encore une fois, quand on voit aujourd'hui, par exemple, des grandes zones où il y a d'immenses entrepôts qui font 15 hectares et tout, enfin voilà, c'est pas beau non plus, quoi. Donc ça, c'est des trucs, voilà, ça c'est, voilà, la fantaisie, ça sert aussi quelque part à ça, c'est de dire, bon bah voilà, en fait, ça, ces trucs-là, en fait, c'est moche, quoi, en fait. Donc, Mhm. voilà. Du coup, je ne reviendrai pas du coup sur la critique du monde industriel de Mm. Tolkien, parce que tu en as Ouais. parlé. Je vais aller un petit peu plus loin sur l'écologie, Mm. et on va parler de Game of Thrones. Mm. Et j'ai été très surprise, hein, parce que en fait dans ton essai, tu parles en fait de Game of Thrones, que beaucoup ont vu en fait une métaphore du changement climatique Mm. dans Game of Thrones. Et en fait tu dis que l'auteur bah, l'assume pas vraiment en fait. Non, en fait, c'est pas qu'il n'a pas assumé, Martin, c'est que il n'avait pas pensé à ça. Oui, Et c'est la série qui a transformé. Donc, je vais spoiler la série, je dis tout de suite. Donc, ceux qui veulent pas que je spoile la série, bouchez-vous les oreilles. Et bon, il serait temps de rattraper. Mais bon, tout le truc avec les marcheurs blancs, donc l'hiver qui vient, etc. et tout, quand la série sort en 2011, enfin, Martin écrit ses romans en disant ça, il commence à sortir ses romans en 96. Ah, il y en a un qui s'est bouché les oreilles. Voilà, donc, pour lui dire quand est-ce que c'est terminé. Voilà, donc, non, c'est bon. Donc, Martin sort ses romans en 96. Et dans ces romans, les marcheurs blancs, ils ont pas un gros rôle en fait, hein. C'est pas, voilà quoi, le rôle d'hiver, c'est pareil, il apparaît à peine quoi. Par contre, dans la série, ça devient des personnages centraux parce qu'on est en 2011. En 2011, pour le coup, on parle de plus en plus des problèmes, enfin de la crise écologique en fait, hein, donc, et du réchauffement climatique. Et donc là, pour le coup, le public dit ah mais ça, c'est une allusion au réchauffement climatique. Et en fait, c'est devenu ça. Les auteurs de la série, qui sont pas Martin en fait, hein, donc on transformé l'histoire pour que ça devienne en fait une métaphore donc du réchauffement climatique et de la lutte contre le réchauffement climatique, et le fait de s'unir contre un ennemi commun qui est le réchauffement climatique, quoi. Donc même si là c'est un refroidissement climatique, mais enfin voilà,
Parce qu'au au début, en fait, tu dis voilà, que c'était pas son intention, Hmm. mais maintenant, dans les interviews récentes, il a plutôt l'air d'être d'accord en fait avec Oui, cette oui, il dit interprétation. oui, j'y avais pas pensé. Après, c'est là, au fait, c'est comme souvent ah, ça va exploser. Euh, Nous sommes tous perdus. Non, non, c'est rien. Une œuvre, en fait, une œuvre quand elle est mise sur la place publique, et ben concrètement, elle échappe à son auteur, quoi. Donc Mm. en fait, voilà. Et là, d'autant plus que là, c'est le public qui s'est emparé de l'œuvre pour dire, en fait, mais c'est frappant de voir que c'est une œuvre de fantaisie dont on s'est emparé. Ça, c'est pas un hasard, encore une fois. C'est une œuvre de fantaisie dont on s'est emparé pour justement parler des problèmes de l'écologie. Parce que en fait, la fantaisie, dès l'origine, en fait, dès ses débuts, traite de ces problèmes-là. Alors Mm. évidemment, à l'époque, on n'est pas au 19e siècle, avec Maurice, on n'est pas... Quoique même Maurice, il disait des trucs quand même qui sont des trucs très modernes, en disant, en fin de compte, attention, l'industrie va détruire le monde, en fait. Hein. Donc Mm. voilà, donc au risque de détruire le paysage, voilà. Donc il y a tout un truc, toute une réflexion chez Maurice, en fait, hein, qu'on a aussi chez Tolkien, qui disent attention, en fait, hein, ça c'est horrible, en fait, la machine, en fait, hein, L'aliénation, en fait. l'aliénation, voilà, tout ça. Donc voilà, donc ça c'est, en fin de compte, c'est pas un hasard si les gens se sont emparés, le public s'est emparé de Game of Thrones et de la fantasy pour parler du problème climatique. C'est vraiment pas un hasard. Mm. Voilà. Dans Game of Thrones, une des figures centrales, créatures, c'est les dragons. Ouais. Les dragons, dans Game of Thrones, ça Des devient gentils bébêtes. des gentils, oui, surtout des membres de la famille, des enfants. Et justement, ce qui est intéressant, c'est que le dragon, c'est une créature qui a beaucoup évolué dans Ouais. le temps. Et je voulais justement que tu nous en dises plus en fait sur cette évolution du dragon qui était juste, on va dire, une bête malfaisante et qui est devenue presque un familier, et un copain Ouais, mais de la famille. ça, c'est encore une fois, c'est quand vous prenez Tolkien quand il écrit. Alors bon, après, je vais pas faire un cours sur les dragons au Moyen Âge parce que c'est plus complexe, parce que pour les... Mais le truc, c'est que les quand Tolkien écrit le Hobbit où donc Bilbo enfin il embobine Smaug en fait, voilà, donc qui est un gros dragon pas très sympa, quoi. Donc euh, euh, lui s'inspire notamment de Beowulf, hein, qui est un texte médiéval du Xe siècle, hein, un texte anglo-saxon, où un roi affronte un dragon, un guerrier, je ne sais pas s'il est encore roi, enfin je sais plus. Et en effet, dedans, bah, Smaug, il est pas sympa en fait, hein, c'est un dragon malfaisant. Voilà. Ce qu'on a aussi encore dans Harry Potter, hein, pour le coup, Harry Potter, on est encore les dragons, c'est des bêtes pas sympas. Et si vous regardez bien un des ennemis d'Harry Potter, son prénom c'est Dragon. Draco. Draco, enfin voilà, donc Draco Malfoy, mauvaise foi en plus en français, voilà, donc bon, c'est marqué sur, voilà, c'est lui le méchant. Voilà, donc bon, ceci étant dit, ce qui est assez frappant, c'est que depuis les années 70, et c'est pas un hasard, c'est parce que depuis les années 70, avec justement la prise de conscience écologique, c'est aussi à ce moment-là que commencent à se créer les premières grosses structures, en fait, hein, les premières réflexions par rapport au bien-être animal, etc., etc. Et en fait, à partir des années 70, je crois qu'un des premiers exemples, c'est un roman de fantasy qui s'appelle Le Dragon et le George, où en fait, c'est un homme qui vit aux États-Unis et qui est téléporté, enfin son esprit est téléporté dans le corps d'un dragon dans un monde de fantasy. Voilà, quoi. Et dans ce monde-là, tous les humains s'appellent George, mais ils ne savent pas trop pourquoi, parce qu'en fait, bon, évidemment, c'est une allusion au dragon et c'est un George, etc. Bon, bref. Et le fait est que, voilà, et en fait, il se retrouve dans un corps de dragon, et en fait, c'est lui le héros, quoi. Donc voilà. C'est pareil, il y a un dessin animé de Disney qui s'appelle et Peter et Elliot le dragon. Oui. Elliot le dragon, voilà, donc où on a le dragon gentil, quoi. Donc en fin de compte, c'est à partir de ce moment-là qu'on commence à créer des dragons gentils. Et en fait, le summum, c'est avec la série Dragon, en fait, hein, donc la série de dessins animés Dragon, là, donc où là, c'est avec le dragon, le dragon, je l'ai en anglais, la touflesse, hein, mais c'est croque-mou, voilà, donc C'est un animal voilà, c'est un familier. animal familier, quoi. Donc, Mm. et là, on a cette espèce d'image en fait qui est complètement bouleversée, mais parce que c'est bouleversé, parce que nos mentalités elles ont changé par rapport aux animaux. Voilà. Il y a un siècle, même en France, hein, vous étiez paysan, en fait, les chiens ils rentraient pas chez vous, les chats non plus, et puis vous les traitiez à coups de sabot, quoi, en fait, parce que c'était des bêtes qui étaient juste là pour vous servir, quoi. Donc voilà. Aujourd'hui, ça a complètement changé, hein. Tout le monde, il y a plein de gens qui ont des chats ou des chiens. Il y a des gens qui sont gaga devant leur chat, je ne citerai aucun nom, voilà. Donc, mais
ouais, toi aussi. Mais, voilà quoi. Donc, mais voilà, c'est les trucs, c'est complètement novateur. Et ça, pour le coup, ça change. Notre rapport, enfin, notre rapport à l'animal change et ça se transpose dans les mondes de l'imaginaire, quoi. Sauf qu'en plus, là, c'est carrément avec des créatures qui font parfois 30 mètres, et qui crachent du feu et tout, mais qui sont, en fin de compte, c'est des grands enfants qu'on aime bien, quoi. Voilà, voilà, donc Elles étaient méconnues et incomprises. voilà, exactement, ouais, voilà. Non, non, mais là pour le coup, c'est un changement, un bouleversement qui est récent, qu'on trouve avec plein de trucs, avec les loups, enfin voilà, avec les licornes. Enfin, les licornes, c'est plus compliqué, mais enfin, Les les licornes ont chevaux. toujours été plutôt sympas. Ouais, ça dépend. Enfin voilà, mais c'est avec voilà. Donc, mais là, les dragons, c'est frappant parce que c'est vraiment des personnages qui étaient maléfiques en fait, enfin des créatures qui étaient maléfiques et qui là maintenant dans plein de versions sont des créatures en fin de compte assez sympas et tout. Voilà, donc gentilles, avec qui il suffit d'établir des rapports, des contacts et tout pour pouvoir les chevaucher et tout. Il y a même carrément, il y a même carrément depuis les années 80, il y a même des jeux de rôle où on peut jouer des dragons, enfin voilà, donc parce que c'est quand même cool, enfin, c'est quand même marrant, des dragons humanoïdes, voilà, donc des drachéides, des choses comme ça, voilà, donc voilà, ça dit quelque chose encore une fois de nous, quoi, en fait, hein, ça c'est. Ouais. On parlait des jeux de rôle, tu en as parlé au début aussi. Mais Et, je joue encore aux jeux de rôle. oui, tu parlais aussi au début que c'était mal vu. Et ouais. Je le sais à titre personnel que c'était une pratique qui était considérée un peu comme marginale, mal vue. On disait que, voilà, que les joueurs ils se coupaient du monde réel, que voilà. Le rapport, en fait, les gens étaient très critiques par rapport à ça. Et maintenant, en fait, c'est devenu une pratique qui est plutôt, comment dire, qui a plutôt bonne presse, qui est plutôt valorisée. Ouais, mais après, il y a plein de trucs. Enfin, c'est parce que c'est une pratique. Il y a la même chose sur les jeux vidéo, en fin de compte. Oui, et du coup, je voulais savoir comment on est passé comme ça d'une pratique marginale à quelque chose qui était vraiment. Il y a une question de génération déjà. Parce que maintenant, aujourd'hui, les premiers rôlistes, ils ont plus de 60 ans. C'est marrant, moi je discutais avec un type que je connais qui tient un magasin de jeux de rôle et qui m'a dit il y a un an je crois qui m'a dit mais tu sais en fait je suis sûr que le jeu de rôle dans 20 ans ça va illuminer les maisons de retraite et je suis sûr que c'est marrant parce qu'en fait j'imagine maintenant les vieux pépés, nous quand on sort des vieux pépés jouer avec nos dentiers à Donjons et Dragons, jamais joué un guerrier 8e niveau et je pète la gueule alors. Voilà, enfin, je pense que ça peut être assez marrant. Ça changera de la bolotte en tout cas. J'ai rien contre la bolotte, hein, mais voilà. Mais dans la bolotte, on peut pas péter la gueule à un dork. Voilà. Mais je pense que c'est une question de génération et c'est aussi parce que les jeux de rôle étant aussi, c'est très français. On a dès qu'un truc vient un nouveau médium vient de l'étranger, notamment des États-Unis, il y a une espèce de rejet. Je pense qu'il y a aussi un côté anti-américain qui fait genre c'est un truc américain et tout. Donc, puis bon après, enfin voilà, c'est des histoires faites. Et puis en plus il y a aussi en France il y a un autre truc, hein, c'est que c'est encore le cas aujourd'hui. Il y a vraiment une espèce de qu'il y a moins aux États-Unis en fait, hein, vraiment moins aux États-Unis. Il y a une espèce de hiérarchie dans les cultures. En fait, il y a la littérature, ce qu'on appelle la littérature blanche, voilà. Donc, vous avez lu votre Balzac, j'espère. Voilà, c'est un peu ça, genre bon, voilà. Donc, et si vous lisez du Tolkien, moi je me rappelle à l'époque lire du Tolkien, en fait, hein, alors qu'aujourd'hui maintenant il y a une expo à la BNF Tolkien, mais à l'époque on lisait du Tolkien, on passait pour des gens, voilà, des gens bizarres. Mais c'est comme dans les années 50, on lisait des polars, on disait le polar, en fait, c'est un truc, voilà, c'est un sous-genre. Aujourd'hui, on sait que le polar, c'est un grand genre, en fait, voilà. Donc, c'est pareil pour la BD, c'est pareil pour plein de choses. Donc ça, la fantasy a mis plus de temps, parce qu'en France, en plus, on a eu vraiment un retard à l'allumage sur la fantasy, pour des raisons qui sont des raisons complexes, outre une forme de rejet de tout ce qui est anglo-saxon, en fait, hein, il y a aussi le fait que la France est un pays qui a été majoritairement rural pendant beaucoup plus de temps. Ça c'est un truc en fait on n'a pas conscience en fait, hein, mais la bascule en fait, hein, la France est devenue majoritairement urbaine en 1936.
L'Angleterre, c'était un siècle avant. Donc voilà. Et d'ailleurs, en fait, quand on regarde un petit peu, l'apparition. Après, c'est l'apparition pour moi d'une fantaisie francophone, ça date des années 50-60. Alors vous allez me dire d'où est-ce que. Enfin, est-ce que vous connaissez une œuvre de. Tiens, on va faire un sondage. Est-ce que vous connaissez une œuvre de fantaisie? On va faire un sondage d'une œuvre de fantaisie française des années 50-60. En fait, vous la connaissez, mais vous ne la connaissez pas. En fait, on ne s'est pas marqué comme de la fantaisie. En fait, voilà. Mais pour moi, c'est de la fantaisie. Mais bon. Ah, moi, je donne ma langue au chat. Non, donne-nous là, attention. Attention. Ceux qui écoutent le podcast peuvent aussi jouer. Vous gagnerez un livre de la médiathèque. Bon, je déconne. Non, mais par exemple, pensez à une bande dessinée qui est sortie pour la première fois. Alors, les deux bandes dessinées sont sorties pour la première fois en 59. Il y a deux bandes dessinées qui sont vraiment de la fantaisie francophone, qui apparaissent en 59, toutes les deux, et qui sont ultra populaires. Et qui aujourd'hui, quand on dit c'est de la fantaisie, je dis bah non, mais en fait quand on regarde bien, si c'est de la fantaisie quoi. Donc Astérix. Ah d'accord. Astérix c'est de la fantaisie. Astérix, pensez bien. Quand analysez bien Astérix, vous avez un village d'une population qui vit dans un truc magique, avec un truc magique. Donc la potion magique. Voilà. Qui résiste à un envahisseur, qui vit en plus dans un village rural, dans un environnement rural entouré d'une forêt. Qui résiste à un envahisseur romain qui incarne, au début ça incarne, on comprend que c'est les Allemands en fait, qui pendant la Seconde Guerre mondiale, mais en fait peu à peu on se rend compte que, notamment par exemple pour moi un des meilleurs albums, c'est le Domaine des dieux, les Romains veulent construire un complexe hôtelier autour du village en fait, voilà. Et en fait ils rasent la forêt. Et donc on comprend en fait que c'est, et quand on lit bien en fait, quand on connaît bien un peu l'histoire de cet album, c'est une critique des premiers centres commerciaux en France. D'accord. Et donc on se rend compte que les Romains là ils incarnent plus les Allemands en fait, ils incarnent en fait le monde moderne, le monde marchand en fait. Donc, voilà, donc là on est dans une œuvre de fantaisie très nettement quoi. Donc, et c'est pas un hasard si ça apparaît en 59-60, c'est que vraiment on est à un moment où en l'espace d'une génération, la France en fait, l'Hexagone perd son monde rural, perd ses paysans. D'ailleurs il y a un livre d'un sociologue qui s'appelle Henri Mandras qui sort en 67 qui s'appelle La fin des paysans. Et vraiment, il y a une espèce de prise de conscience en France, genre merde, voilà, en l'espace d'une génération, voilà, on a perdu la paysannerie. La paysannerie qui, encore une fois, dans les années 30, était encore représentée 25% de la population active. Il y avait 50% des gens qui vivaient à la campagne. Juste après la Seconde Guerre mondiale, énorme bouleversement, en fait, avec le remembrement, avec la mécanisation et tout. Donc, tout le monde va dans les villes, et c'est terminé en l'espace d'une génération. Et il y a une espèce de choc, en fait, voilà. Un immense choc qui fait que, en réaction, en France, on va produire des premières œuvres de fantaisie qui ne sont pas classées comme de la fantaisie, mais pour moi, c'est de la fantaisie. Il y en a une autre, en fait, qui est super connue. Encore une fois, c'est une BD qui sort en 59, la première. Premier album. Qui est vraiment super connue, où il y a des bonnets. Ah, les Schtroumpfs. Ah bah oui. Johan et Pierre Louis, c'est en Belgique, non? C'est belge en fait, oui, mais en fait en fin de compte, c'est belge francophone, oui. Et c'est le même principe. C'est un village en fait, encore une fois, un monde voilà avec des créatures magiques qui vivent dans un espace protégé et tout, et qui vivent loin du monde moderne en fait, voilà. Donc on est dans le même principe en fait. Et ça je pense c'est extrêmement frappant en fait, donc, de voir cette espèce de parallèle qu'on peut faire. Et ça apparaît en France, la fantaisie, vous voyez, elle apparaît, même si aujourd'hui c'est pas classé comme de la fantaisie, même encore aujourd'hui, pour moi ça en est, quoi, mais ça apparaît avec un décalage par rapport au Hobbit, par rapport à Maurice et tout. Il y a 50 ans de décalage parce que la France est un pays qui est devenu majoritairement urbain bien après l'Angleterre. Voilà. Et en plus, comme tu l'as dit, c'est des bandes dessinées, donc on a peut-être associé ça aussi à la jeunesse. À la jeunesse, oui, et tout à fait. Du coup, on s'est dit que la fantaisie, c'était pas un genre du coup pour les adultes. Tout à fait. Pendant peut-être plus longtemps en Angleterre ou aux États-Unis, et on a peut-être déconsidéré du coup plus longtemps tout ce qui avait attrait à la fantaisie parce que ça touchait un public jeunesse. Après, si vous voulez décrédibiliser, pendant très longtemps, si on voulait décrédibiliser un genre, il y avait deux manières de décrédibiliser un genre. Le premier, c'était de dire c'est un genre pour la jeunesse, et l'autre, c'est un genre pour les femmes. Et les contes, vous voyez, c'est double effet qui se coule. C'est un truc, voilà,
fait généralement par des femmes en fait, notamment enfin voilà au 17e, 18e, 19e siècle, et puis c'est en direction des enfants. Voilà. Donc bon, c'est pas de la littérature, quoi. Alors enfin, aussi c'est de la littérature, Oui. même de la très grande littérature. Mais bon, vous voyez, il y a tout un truc comme ça. Donc, et ça, en effet, la fantasy, pendant très longtemps, c'était classé comme un truc genre bon, c'est un truc pour les de jeunesse ou c'est un truc pour les grands enfants. Mais enfin, encore une fois, vous lisez des Astérix, et les Astérix sont extraordinairement politiques. Il y a plusieurs niveaux de lecture dans un Astérix, quoi. C'est vraiment, vous lisez, je pense, Obélix et compagnie, qui est une critique, mais vraiment, sincèrement, une critique du capitalisme. En fait, voilà, genre, c'est quand même, voilà, c'est marqué, enfin, voilà, c'est quand même, c'est limpide, quoi. On pourrait, enfin, voilà, donc. Le domaine des dieux, qui est une critique, voilà, une critique des centres commerciaux, enfin, il y a plein de trucs de l'urbanisation, voilà. Donc, vraiment, quand on creuse un petit peu, on se rend compte que Astérix en Corse, qui est une promotion de la sieste, voilà. Enfin, c'est très politique, voilà. Voilà, non, enfin voilà, voilà, c'est sincèrement en fait pareil quand on pense les Schtroumpfs, lisez le Schtroumpfissime, c'est un album des Schtroumpfs qui est extraordinairement politique. Mhm. Vraiment, voilà, c'est un Schtroumpf qui prend le pouvoir en fait. Voilà, donc voilà, c'est la question du pouvoir en fait. Dictateur. Hein, Un voilà. peu d'une manière à la dictateur, en Un fait. dictateur, mais en plus même en mode démago en fait. Voilà, donc Mm. non, mais c'est vraiment, c'est Mm. sincèrement. Donc il y a plein de choses. Enfin, c'est pas du tout. Enfin, c'est plaisant pour des enfants, c'est super sympa pour des enfants, mais quand vous lisez ça en tant qu'adulte, il y a d'autres niveaux de lecture, quoi. Donc, Mm. voilà. Et qu'est-ce qui fait pour toi qu'actuellement, enfin, qu'est-ce qui a fait qu'on ait basculé d'un genre, voilà, un petit peu considéré comme un sous-genre à maintenant vraiment l'acceptation et le fait qu'aujourd'hui la fantaisie, voilà, elle a toutes ses lettres de noblesse. Qu'est-ce qui vraiment a, c'est quand en fait qu'il y a eu vraiment une sorte de point de bascule. Je pense sincèrement le point de bascule, c'est en termes de grand public en fait. Mhm. En- Peut-être c'est plutôt aux États-Unis et en Angleterre, mais vraiment au niveau mondial, enfin au niveau mondial, enfin, ouais, je sais pas, je suis pas non plus, je suis pas dans tous les pays non plus. Enfin, j'ai pas étudié tous les pays, mais je pense sincèrement, le grand moment de bascule, c'est la trilogie de Peter Jackson, Le Seigneur des Anneaux, où là il y a un truc, enfin, c'est moi quand j'ai genre, je pense que c'était il y a 10, 12, 13 ans en fait, quand ma tante qui a 20 ans de plus que moi, qui est pas du tout branchée fantasy, a dit ah mais j'ai vu Seigneur des Anneaux, c'est extraordinaire. J'étais là, genre, waouh, alors ouais, il s'est passé un truc. Non, à mon avis, c'est ce moment-là qu'il y a eu il y a eu un moment de bascule avec en même temps, au même moment, le début des films Harry Potter. Donc ça, c'est pareil, ça c'est la fantasy, ça a ouvert à un public absolument immense en fait. Et puis le troisième moment, ça a été Game of Thrones en fait. Où là, honnêtement, là, c'est un succès planétaire. Ça a ouvert la fantaisie à d'immenses publics qui n'étaient pas forcément associés à qui avaient du mal à se plonger dans la fantaisie. Et, euh, et voilà, je pense que là-dessus, même aux États-Unis, c'était frappant parce que par exemple, dans les populations afro-américaines, les gens kiffaient Game of Thrones, quoi, en fait. Ils adoraient Game of Thrones. Alors que c'est vrai que la fantasy de prime abord, quand on prend la fantasy de Tolkien, c'est une fantasy très européanéo-centrée, quoi, en fait. Donc voilà. Et là, par contre, Game of Thrones, c'était beaucoup plus divers, quoi. Donc voilà. Donc ça a attiré plein de publics très différents. Puis voilà, maintenant c'est lancé. Enfin, j'hallucine maintenant la densité de production de trucs de fantasy, enfin d'œuvres de fantasy, que ce soit que ça soit des films, que ce soit des romans, des séries télé, des jeux, et j'allais dire évidemment les jeux vidéo. Les jeux vidéo, alors là, enfin, déjà que j'avais du mal à suivre RAM, mais là, j'arrive plus à suivre. Qu'en fait, je veux dire, il y a et avec des jeux vidéo vraiment en plus de très très grande qualité. En fait, The Witcher 3, enfin voilà, moi j'ai Tiré de romans. enfin tiré de romans qui en plus maintenant sont Une suite, ouais. adaptés en plus en série. Donc voilà, on est dans un voilà donc parce qu'en plus tout l'avantage aussi de enfin tout l'attrait de ces univers là, c'est que mais justement le but de proposer un ailleurs, enfin ça propose des ailleurs qui sont pas c'est pas limité à un roman quoi. C'est que c'est transmédiatique. Donc en fait vous avez fini le roman,
dire ah putain j'aimerais bien connaître plus sur le monde. Et ben parfois on vous sort carrément des guides du monde quoi en fait. Voilà, donc voilà, dans Game of Thrones vous avez carrément un guide du monde qui a été co-rédigé par Martin. Et donc vous avez la série, et puis vous avez des jeux de rôle, vous avez des jeux vidéo. Donc en fait on n'en finit jamais, et c'est des mondes qui sont constamment en construction en fait. Voilà, donc, et le premier à avoir fait ça vraiment de manière un peu monomaniaque, c'est Tolkien en fait, où là, lui, c'était carrément, il donnait les horaires de passage des hobbits de la communauté de l'anneau à tel passage. Bon, voilà, ça allait un peu loin, mais en fait, ça a plu aux gens, parce qu'ils disent, ils ont vu en phase 2, ils étaient en quête d'ailleurs, en fait, ils ont eu un ailleurs qui était tellement dense, tellement complexe, ils ont dit, mais c'est. Enfin, Tolkien, pour faire le tour de Tolkien, accrochez-vous, quoi, en fait, hein, quand vous lisez Le Seigneur des Anneaux, Le Hobbit, le Silmarillion, les contes perdus, etc. Et tout. Enfin, vous en avez. Enfin, voilà, il y a une énorme densité. Enfin, en plus, il a été maniaque au point d'inventer des langues, en fait. Hein, donc, et des langues qui tiennent la route et qui sont enseignées maintenant. Donc, c'est des trucs, c'est des mondes extrêmement complexes. Et c'est pour ça que ça plaît aux gens. C'est qu'en fait, justement, c'est des mondes extrêmement complexes qui n'ont pas de fin. Au 19e siècle, vous aviez même un roman feuilleton. Alexandre Dumas, quand vous avez fini les Trois Mousquetaires 20 ans après, puis le Vicomte de Bragelonne, bah, c'est terminé. Moi, c'est terminé. Bon, bah voilà. Là, par contre, dans des mondes de fantasy, maintenant, c'est quasiment jamais terminé. Faites le tour de Star Wars, en fait. Hein, vous disiez, mais il y a même des wikis qui sont en ligne, qui sont dédiés à ces mondes-là. Hein, par exemple, le Wikipédia de Star Wars qui s'appelle Wikipédia, voilà, donc il faut le savoir, sachez-le, voilà, je crois que il y a 200 000 pages, un truc comme ça, c'est gigantesque en fait, voilà, où vous avez des fans qui vont vous renseigner sur tel Jedi qui est apparu sur une ligne, etc. et tout, dans un roman que tout le monde a oublié, etc. et tout, mais ils vont dire oui, mais il a fait ça, et puis il avait son sabre était de telle couleur, etc. et tout, et puis là il s'est curé le nez, enfin voilà, voilà. Après il a mangé un sandwich, voilà, parce que c'est ce que les gens demandent justement, c'est un monde autre en fait. Hein, Après là où ça peut être un peu dérangeant, et c'est là où c'est un problème qui est aussi un problème, c'est justement ça dit beaucoup de choses de notre monde à nous, notre rapport au monde. C'est si on veut des mondes, des ailleurs aussi complexes, c'est que notre monde en fait qu'on a sous les yeux, en fait, il nous plaît pas quoi. Bon, voilà. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant quoi. Donc c'est bien de faire des pas de côté, mais qu'est-ce qu'on fait par rapport à notre monde à nous. C'est tout un débat qui est pas si simple. Hein. D'ailleurs, il y a un roman que j'aime beaucoup, enfin une suite de 2 romans qui s'appelle Ready Player One et Ready Player Two. Hein, la suite vient de sortir, et donc c'est dans un futur qui se passe pas bien en fait, hein, où vous avez un monde, hein, vous avez peut-être vu le film qui était adapté, hein, donc vous avez un monde en fait qui est un monde qui est un immense jeu de rôle, en fait, hein, qui est très inspiré de Donjons et Dragons. Quand vous lisez le roman, le mec c'est un fan de Donjons et Dragons, voilà. Donc, et le monde réel est complètement pourri. Et le monde réel est complètement pourri. Et en fait, il y a entre les héros, notamment déjà dans le 1, mais encore plus dans le 2, il y a un vrai débat pour savoir en fait qu'est-ce qu'on fait. Il y a d'un côté certains héros qui disent non mais il faut préserver ce monde-là, ce monde imaginaire. Et en fait, concrètement, le but c'est de rester dans ce monde imaginaire-là. Et un autre qui disent non mais en fait il faut faire quelque chose pour le vrai monde quoi en fait. Et donc il y a tout un débat par rapport à ça. Et ça c'est très intéressant parce que ça pose des questions qui sont des questions de notre temps quoi en fait. En fin de compte on réussit à se créer, on aussi à se dire on n'aime pas ce monde-là, on se crée des imaginaires qui sont des imaginaires plaisants, qui sont des ailleurs plaisants. Mais ça peut servir aussi à alimenter notre rejet ou nos critiques, etc. Et tout. Mais après, voilà, on est quand même face à une réalité qui est compliquée, quoi. Donc, qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? C'est des questions qui vont se poser de plus en plus, quoi, sincèrement, quoi. D'autant plus qu'il y a maintenant, en fait, là, dans Ready Player One, ce qui est intéressant, c'est qu'en plus, on est 20 ans ou 25 ans dans le futur, et ils peuvent accéder au monde par une réalité virtuelle, quoi. Donc, moi j'ai essayé les casques verts en fait, hein, j'ai failli vomir, donc voilà, c'est un peu voilà, voilà, mais voilà, ça dit beaucoup de choses en fait, hein, et je pense que c'est très intéressant par rapport à notre rapport au monde, quoi. En fait, on arrive un peu à un point en fait, je sais pas jusqu'à où on va pouvoir aller comme ça, à se créer des mondes qui sont très plaisants, c'est normal de se les créer. Mais après, il va falloir s'occuper d'une autre aussi. Donc ça, c'est un vaste débat. Oui, c'est un vaste débat. Je vais peut-être laisser quand même la parole au public, parce que je pense qu'il y avait des personnes qui avaient préparé des questions et qui ont très envie de les poser.
Je t'en prie. Est-ce que tu veux prendre ma place peut-être? Oui, Mais oui, prends ma allez, place, viens. viens. J'ai assez parlé. Prends ma place. Bravo, bravo, bravo. On l'applaudit. Bravo. Merci Émilie. Plaisir. Alors, Tu vois qu'on voit la différence de génération. Moi j'ai écrit. Lui, il a voilà, c'est ça, c'est sur le smartphone. Si vous deviez choisir un mot pour décrire l'univers que Tolkien a créé, ce serait lequel? Oui, c'est d'accord. Médiéval. Médiéval parce que c'est la base de l'imaginaire de Tolkien. C'est Tolkien à l'origine, c'est quelqu'un qui travaille, c'est un prof spécialiste des textes médiévaux. Hein. Il a travaillé notamment sur Beowulf, il a travaillé aussi sur Gauvin et le Chevalier Vert, qui est un texte arthurien du XIVe siècle. Et donc, quand il crée son univers-là, cet univers, il crée un univers médiéval avant tout, avec des châteaux, avec des chevaliers, avec des guerriers. Quand vous lisez, quand vous voyez les cavaliers de Rohan, ce sont en fait des guerriers anglo-saxons du Xe siècle qu'il a adaptés à sa sauce. Voilà, enfin c'est pareil. Donc on est vraiment dans un univers médiéval en fait pour moi. Pour moi c'est voilà. Après on peut toujours trouver des trucs qui vont pas être médiévaux. Les Hobbits c'est plutôt l'Angleterre du XVIIIe siècle, mais c'est assez marrant parce que le Hobbit d'ailleurs c'est notre porte d'entrée. Les Hobbits c'est notre porte d'entrée dans ce monde-là. C'est ce qui est le plus proche de nous dans l'univers de la Terre du Milieu, et c'est les personnages qu'on va suivre pour rentrer dans un univers en fait, dans l'univers médiéval de Tolkien. Donc plus les Hobbits vont s'avancer dans la Terre du Milieu, hein, que ce soit Bilbo ou Frodon en fait, hein, plus ils vont partir de la comté, ils vont aller à l'est pour aller à Fond de Combe, puis après traverser les monts Brumeux, puis après arriver dans la Laurienne ou chez Beorn dans le Hobbit. Plus on quitte le monde voilà, des Hobbits, le monde encore une fois 19e, 18e siècle, et puis plus on s'avance dans le temps, plus on recule dans le temps en fait, plus on s'avance dans le Moyen-Âge. Et ça c'est vraiment frappant, je trouve quand Frodon bouge en fait, Frodon et sa compagnie bougent, ils changent d'espace mais ils changent de temps en même temps quoi. Donc ça voilà, ça c'est des trucs donc voilà, pour moi c'est un univers médiéval, et en fait en fin de compte tous les univers qui découlent de Tolkien, de la Terre du Milieu, c'est-à-dire beaucoup d'univers de fantasy, en tout cas un paquet de monde en fait. Là il y a par exemple je vois Eragon, Eragon c'est du Tolkien en fait, voilà, donc c'est on pourrait prendre d'autres exemples. Voilà, il y a plein de monde de Donjons et Dragons, The Witcher, The Witcher. C'est un monde, après mais The Witcher c'est un peu pareil, il y a quand même beaucoup de Tolkien dans The Witcher et tout, voilà, donc tous les mondes, genre Warhammer, c'est pareil, c'est très inspiré de Tolkien et tout. Bon, voilà, tous ces mondes-là, c'est des mondes médiévaux, quoi, en fait. Alors Warhammer, il y a un petit côté Renaissance, voilà, avec des armes à feu, mais bon, c'est juste pour faire un petit décalage, mais ça doit beaucoup de choses à Tolkien. Voilà. Mais bon, pas d'autres questions, un peu. Non, c'est bon. Non. Pas d'autres questions? Non. Ok. Quelqu'un veut se lancer sur une question? Ouais. Bravo. Sandra. Bravo, merci. Du coup, j'ai une question. Si on part du principe que la fantasy, comme vous l'avez dit, c'est un rejet du monde occidental, enfin urbain, ouais. Justement, comment vous analysez l'urban fantasy? Parce que je vous ai vu en fait tout à l'heure, en fait, quand j'ai dit ça, je vous ai vu faire comme ça et tout, j'étais d'accord. Et j'ai senti venir la question. C'est une bonne question. Donc l'urban fantasy, généralement, c'est des univers. En gros, c'est le monde contemporain, mais avec des créatures magiques. Voilà. Bon, et dans beaucoup de romans ou d'œuvres d'urban fantasy, ces créatures-là, généralement, vivent cachées. C'est vrai. Ah oui. Donc en fait, ils font pas partie du monde moderne. Ils vivent cachés. Ou alors, ils vivent souvent la nuit d'ailleurs, je me rends compte. Souvent, il y a un côté un peu comme vampire en fait. Voilà, il y a un côté comme ça, quoi. Donc en fait, ils sont dans le monde moderne, mais en même temps, ils sont à côté, quoi.
Et c'est un peu comme Harry Potter en fin de compte. Hein. Voilà. Donc, pour moi, Harry Potter, c'est de l'urban fantasy aussi. Voilà. Donc c'est les créatures médiévalisées vivent en parallèle du monde moderne, mais vivent pas dedans. Voilà. Donc c'est pour ça. Voilà. Donc c'est. Voilà. Donc, pour moi, l'urban fantasy, ça marche aussi en fin de compte. Hein. C'est. Oui, c'est de la fantaisie aussi, mais du coup, quelles sont les attentes du public par rapport à ça? Bah justement, c'est une manière de dire. Alors, l'urban fantasy, c'est une manière de dire. Le monde est triste, mais il y a des créatures. En fait, il y a des belles créatures qui vivent à côté, quoi. Donc voilà. Donc le dépaysement est au coin de la rue, quoi. Mais par contre, le truc, c'est que ce qui est intéressant, c'est que c'est quasiment une métaphore de la littérature de fantasy. C'est voilà, le dépaysement est au coin de la rue, est au coin de la médiathèque, au coin de la librairie, tout voilà. Donc bon, voilà, je pense sincèrement l'urban fantasy, c'est exactement ça, quoi. Donc c'est une métaphore en fait de la fantasy en tant que telle, quoi. Je n'ai pas dit. Merci beaucoup. Merci. Pas d'autres questions? Non. Non. Si oui, j'ai les cheat codes de Witcher 3 si vous voulez. Donc tu prends. Il prend. Non, non, j'ai pas. Non, désolé, voilà. Je suis un paléo geek. Moi, je suis plus jeu de rôle papier. Moi. Non, c'est vachement mieux le jeu de rôle papier, justement. Ah oui, on peut lancer un débat entre la différence entre le jeu de rôle informatique et le jeu de rôle papier. Le jeu de rôle papier, ce qui est extraordinaire. Je suis pas assez calé sur le sujet. Non, mais moi je dis, je vais faire un peu de le jeu de rôle papier, ce qui est extraordinaire. Un jeu de rôle informatique, vous restez, même si le monde est très complexe, très dense, comme de The Witcher 3, où voilà, pour le coup, on peut faire plein de trucs, mais ça reste, vous êtes face à un monde qui est créé par des tiers, en fait, et vous êtes prisonnier de ce monde. Dans un jeu de rôle papier, vous avez un meneur ou une meneuse de jeu, et puis vous avez des joueurs ou des joueuses autour de la table, et vous créez votre monde, collectivement, quoi. Et c'est extraordinaire, vous avez une libération, en fait, c'est là pour le coup, ça je trouve que c'est quelque chose de presque, c'est une manière quasiment démocratique d'imaginer, en fait, de pratiquer l'imaginaire, quoi. Donc c'est assez frappant, ça. Je pense que c'est quelque chose de très novateur, en fait, hein. Donc le jeu de rôle papier, quand ça a été inventé au début des années 70, c'est vraiment quelque chose, voilà, d'assez extraordinaire. On peut faire ce qu'on veut, en fait, voilà, collectivement. Et voilà, et vous pouvez, voilà, donc dans le cadre évidemment du monde des règles, en fait, hein, mais bon, on a une immense liberté, quoi. Donc voilà, donc jouer. Il faut trouver, ouais, mais maintenant, alors on est plus dans les années 80. Il fallait passer une annonce dans Casus Belli pour trouver des joueurs, moi j'ai trouvé mon club de jeux de rôle à Drancy sur le Minitel, voilà, donc voilà, c'est 36 15, voilà. Donc voilà, donc non, maintenant c'est quand même, c'est franchement, en plus en région parisienne. Oui. Voilà. Sur Facebook, Sur- c'est facile de trouver. Ouais, mais bien sûr, mais non, mais voilà. Après, non, bien sûr, mais c'est maintenant, franchement, ça se trouve même au fin fond du Pas-de-Calais, ça se trouve. Je dis par expérience, voilà. Donc voilà, donc donc voilà, donc voilà. Puis, non, mais c'est. Il y a des communautés qui sont. Voilà, il y a des communautés. Maintenant, en plus, ce qui est aussi frappant, c'est pareil, ça, c'est un truc qu'on pourrait en parler aussi, parce que c'est intéressant aussi que c'est des questions qui sont. Parce que l'imaginaire, notamment la fantaisie, pendant très longtemps, a été très genré, quoi, en fait. Voilà. Donc, très masculin, en fait. C'était un genre très masculin. Moi, quand je commençais à jouer au jeu de rôle, par exemple, Donjons et Dragons, on n'était que des mecs, en fait. Voilà. Donc, Ça a vachement avancé là-dessus. ah oui, là-dessus, ça Magic aussi, hein. C'était c'est vraiment un truc de garçon. Magic aussi, les jeux vidéo aussi. Voilà, aujourd'hui, c'est en train de se bouleverser. Et ça, c'est très intéressant parce que ça change beaucoup, ça, en fait. Et même, je le vois. Bon, moi, j'ai repris les jeux de rôle, en fait. Même, je vois même dans les jeux de rôle, dans l'image, parce que la fantasy, c'est un genre très, 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 très iconographique. Ça joue beaucoup sur l'image, encore une fois. Sur les illustrations. Et en fait, le truc, c'est que moi, je me rappelle quand je jouais à Donjons et Dragons, je commençais, je peux même montrer une petite image, en fait. Hein. Ça, c'est une de mes images favorites, hein, parce que c'était la première boîte de jeux de rôle que j'ai acheté. Enfin, c'est pas la boîte en tant que telle, hein, c'est la couverture. Donjons et Dragons, 1983. Voilà, donc vous avez donc une image. En plus, c'est marrant, vous avez l'image classique du guerrier face au dragon. Voilà, guerrier évidemment masculin, un peu à la Conan la barbare, bien musclé, voilà, un peu comme moi. C'est une blague, hein, voilà. Et voilà, évidemment, voilà, avec la peau blanche, etc. Donc, on est vraiment dans un imaginaire très,
très cadré. Aujourd'hui, quand vous ouvrez un jeu de rôle Donjons et Dragons, en fait, vous avez des images. Moi, j'étais frappé. Vous avez des guerrières, des guerrières en chevaleresse, à la peau noire, etc. Et tout. C'est très divers en fait. Et ça permet. Moi, je regarde maintenant des parties en ligne de Donjons et Dragons, en fait. Ça, c'est ça qui est étonnant en fait. Des parties en ligne où des gens qui jouent à Donjons et Dragons, moi, je trouve ça assez fascinant. Parfois, notamment, il y a un truc américain qui s'appelle Critical Role. Ils ont 1 million de followers, c'est énorme. En fait, c'est complètement fou. Et en fait, ils ont un public et ils ont des joueurs très divers en fait. Et c'est frappant parce que justement, dans un monde imaginaire, on fait ce qu'on veut. D'ailleurs, il y a eu plein de débats. D'ailleurs, c'est assez marrant. Il y a eu plein de débats. Par exemple, il y a eu sur un jeu, un RPG informatique qui s'appelait Dragon Age. Il y avait un moment, d'après ce que j'ai pu comprendre, j'ai pas joué, mais j'avais lu un article dessus. Il y avait on proposait dans les personnages joueurs des guerriers à la peau noire. Et c'est censé être un monde de fantasy qui est inspiré de l'Angleterre médiévale, du 14e, 15e siècle. Et sur les forums, en fait, il y a des gens qui commençaient à s'engueuler. Il y avait des gens qui disaient non, mais en fait, on peut pas jouer. Si c'est inspiré de l'Angleterre du 14e et 15e siècle, on peut pas jouer quelqu'un avec la peau noire. Et puis il y a des gens qui disaient mais si, regardez, en fait, il y a eu des gens à la peau noire dans l'Angleterre du 14e, 15e siècle. Et c'est vrai qu'il y a 2-3 cas de personnes comme ça qui sont à la peau noire qui sont arrivées. Voilà, bon. Et en fait, ce qui est assez marrant, c'est que personne n'a pensé genre, mais en fait, vous êtes dans un monde de fantasy, vous faites ce que vous voulez en fait. Il y a des elfes à la peau jaune, voilà, à la peau rouge, enfin voilà, donc vous avez des dragons, enfin voilà, donc ils crachent du feu. Vous faites ce que vous voulez quoi. Et maintenant en fait ce qui est assez marrant c'est que dans Donjons et Dragons aujourd'hui, dans les versions actuelles, dans pas mal de jeux de rôle, de fantasy, littéralement là, ils ont voilà. Aujourd'hui c'est complètement pris au mot. En fait dans des univers médiévaux occidentaux, en fait, en fin de compte, on met littéralement ce qu'on veut parce que c'est un monde de fantasy, on fait ce qu'on veut. En fait, Il n'y a pas longtemps, il y a des gens qui s'écharpaient aussi sur les forums pour une petite sirène qui avait la peau noire. Oui. Mais, enfin, comme les gens disent, mais les sirènes n'existent pas. Donc, oui, tu vois, c'est voilà, c'est exactement voilà, ça. On peut leur mettre la couleur de peau. Oui, qu'on exactement. veut. Enfin, ça n'existe pas, les sirènes. Et ça, justement, ça permet aussi de créer, en fait, voilà, se projeter dans un monde imaginaire, ça permet de créer, en fait. Ouais, c'est pareil, en fait. Pourquoi dans un monde de fantasy, moi j'ai dit à mes joueurs, en fait, là j'ai mené une campagne en tant que MJ, en fait, voilà, dans un monde imaginaire, et je disais, en fait, il y en a qui disaient, la plupart jouaient ils jouaient des personnages masculins, mais je dis, en termes d'orientation sexuelle, vous faites ce que vous voulez, on n'est pas dans un monde où il y a il y a pas eu l'influence de la religion, enfin des religions, des religions monothéistes et tout, abrahamiques et tout. Donc vous faites ce que vous voulez, littéralement, vous faites ce que vous voulez. Parce que en fait, on sait très bien, il y a des demi-elfes par exemple, c'est-à-dire qu'en fait vous avez un humain qui a couché avec une elfe ou inversement, un elfe qui a couché avec un humain. Donc en fait, vous faites ce que vous voulez. Si vous voulez jouer un humain qui couche avec des drakéides, qui tripe sur des drakéides, voilà, vous faites ce que vous voulez. Donc voilà, c'est assez marrant en fait de voir que ces univers-là, en fin de compte, ça permet de créer en fait de se créer des univers où la diversité n'est plus une question, n'est plus un problème en fait, vous voyez. C'est juste un truc, voilà. Et ça c'est assez intéressant, c'est-à-dire que c'est un geste politique de faire ça en fin de compte, voilà. Donc tout ça pour dire voilà, sentez-vous libre d'aller draguer les orques. C'est la liberté, Voilà, c'est la création. Exactement. Jouer au jeu de rôle. Exactement. Non mais voilà, sentez-vous libre d'aller draguer des orques dans The Witcher, je sais pas. Enfin voilà, il n'y a pas d'orques. Lisez, regardez. Voilà, exactement. Non mais c'est des questions qui sont intéressantes parce qu'encore une fois, l'imaginaire c'est pas anodin, c'est ça que je veux dire en fait. C'est pas anodin, quoi. C'est pas un truc. Voilà. C'est pour le coup, voilà. Ça peut être aussi un geste politique. Tout ce qui peut nourrir. Exactement. L'imaginaire est bon. On va conclure peut-être cette interview. Je vais représenter du coup le livre que vous pouvez emprunter à la bibliothèque. Donc, vas-y. Winter is Coming de William Blanc. Une brève histoire politique de la fantaisie que vous pourrez emprunter dès demain à la bibliothèque, parce qu'on est ouvert demain. Facile à lire, 100 pages. Voilà. Écrit, voilà, c'est très bien écrit. Avec plein de références aussi à l'intérieur pour aller plus loin. L'auteur, paraît-il, est très sympa. Voilà, bon. Eh bien, merci beaucoup, William. Merci à vous. Merci d'avoir bravé les éléments pour être venu ce soir. Voilà, donc, et puis lisez de la fantaisie, faites des jeux de rôle et amusez-vous. Voilà. Merci.